Ça nous change un petit peu hein, de ne pas voir les questions tout de suite. Ouais. Mais c'est bien d'innover. Mais on apprécie, on apprécie. Donc on se tait tous et on attend la suite. Oui, on en avait parlé avec. Non, non, mais c'est parfait, hein, c'est Voilà, je très pense bien. que c'est bien d'avoir, enfin, c'est mon opinion, mais d'avoir quelque chose d'homogène et ensuite, pour se faire une idée, d'en discuter tous ensemble. Bon, je suis là. Très bien. Mesdames, Messieurs, très heureux d'être avec vous. Alors, nous avons été présentés tous par euh, Thierry qui a fait un raccourci quand même de ce que nous sommes. Je suis un neurophysiologiste et en fait, je suis un neuropsychologue. Voilà. Je suis un neuropsychologue de la neurochirurgie. Voilà. C'est-à-dire que j'ai passé la moitié de ma carrière à faire des tests de VADA. Vous voyez, on passe dans la corodienne intérieure pour mettre des barbituriques d'action rapide et interroger le patient pendant ce temps-là. Et puis faire de la stéréotaxie, enfin bon, des choses de ce type-là. Et puis après, dans une deuxième partie de ma vie, donc j'ai organisé des formations d'ingénieurs euh, au départ biomédical, mais en plus, de plus en plus séparé du milieu de la santé pour rejoindre surtout le milieu de l'aéronautique. Et de l'aéronautique, notamment de l'aéronautique de défense. Voilà. Alors, quand Thierry m'a demandé de venir. Pardon? Patrick. Quand Patrick. Alors, je ne sais pas pourquoi, voilà un biais de répétition. Voilà un biais de répétition. Quand Patrick m'a demandé de venir vous parler des biais cognitifs, je lui ai dit que bon, vous étiez parisien, que vous n'aviez pas besoin d'un provincial pour vous expliquer un petit peu les choses, et que en fait tout le monde connaissait tout sur les biais cognitifs, quoi. Aujourd'hui, à la gare, j'ai pris un bouquin de la recherche, c'est sur l'erreur en sciences. Et il y a toute une série sur les biais cognitifs, donc tout le monde sait à peu près ce que c'est ce que sont les biais cognitifs. Euh, donc il a beaucoup insisté. La deuxième chose, il m'a demandé de tenir en 20 minutes. Alors bon, ça va être, on va le négocier sur les trois ou quatre, là, mais je vais essayer quand même. Et je vais essayer, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais vous expliquer sur les biais cognitifs, d'autant que je ne suis pas un partisan, un fanatique de la théorie des biais cognitifs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais commencer par deux anecdotes. Ça, c'est à gauche, là, vous voyez, c'est la semaine dernière. La semaine dernière, j'habite à Bordeaux. Bordeaux est une ville basse où on a des petites maisons, voilà. Donc, c'est la femme d'un de vos collègues, d'ailleurs, chirurgien orthopédiste, qui avait sa voiture et qui la nettoyait en râlant et tout ça. Donc, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ta voiture? Il dit, ouah, il m'embête, cette voiture, j'en ai marre. Je veux m'en débarrasser. Je vais la mettre en vente d'ailleurs. Je lui dis, mais combien tu me la vends? Et elle me dit, bon, allez, 2000 euros, tu me la donnes. Très bien, je la garde pour ma fille. Très bien. Donc, je rentre chez moi, j'appelle ma fille, etc. Et elle me rappelle en me disant, bon, écoute, j'en ai discuté avec ma fille et bon, on va voir ça en septembre, quoi. Parce que... Et depuis, tous les jours, elle se sert de la voiture, donc elle ne se servirait jamais. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui ne va pas. Il y a bien quelque chose qui ne va pas. La deuxième chose, c'est que ça s'est passé avant-hier. Donc, j'étais dans mon bureau et un membre de mon personnel arrive en me disant, Monsieur Clavry, on a un problème sur le parking. Il y a un chat, il y a un chat dans une voiture. Je lui dis, bah, non, non, mais il est dans le moteur. Alors, je sors, alors il y avait un attroupement, et il y avait en effet dans le moteur. Donc, ils ont trouvé le propriétaire, ouvert le moteur, et puis il y avait ce petit chat là. Et donc, je l'ai mise dans une boîte de Schrödinger, comme vous voyez là, pour le porter chez moi. Je l'ai amené, il était plein Et ça, c'est avant-hier, hein. Et avant-hier, je l'amène, et évidemment, je tombe sur mon épouse qui disait, bon, il faudra bien peut-être prendre, mais une chatte, surtout pas de chat. Jamais de chat, parce qu'il y a le chat du voisin, tout ça. Donc j'arrive avec un chat. Vous voyez, un petit peu quand on faisait l'électroencéphalographie, à certains moments, il y avait une activité, on ne savait pas trop, on disait activité modérée diffuse. Ben, l'enthousiasme était modéré diffus. Ben,
Et donc, la voisine d'en face, celle de truc, vient, fait des photos. Ah, mais il est très mignon. Il faut que je le montre à, bon, euh, pas Thierry, mais l'autre. Voilà, donc, hein. Et je l'amène chez le vétérinaire, chez la vétérinaire, la femme d'un autre chirurgien qui habite à côté de chez moi et qui dit, ah, mais j'ai quelqu'un qui voudrait, si tu ne le veux pas, je le prends parce qu'il y a quelqu'un qui cherche un petit chat. Et ce matin encore, un autre voisin me dit, alors, il paraît que tu as un petit chat, moi j'ai un ami qui en cherche, etc. Donc voilà. Et j'ai vu une transformation en moins de 24 heures de mon épouse qui ne voulait pas de chat du tout. Et je crois que maintenant, elle est en train de chercher la clé de l'armoire à fusil au cas où quelqu'un voudrait lui prendre. Voilà. Donc vous voyez bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le raisonnement, et c'est ça dont on va parler. Ce sont des dysfonctionnements du raisonnement qui font que quand on est à l'extérieur, on dit, ah, ça ne va pas. Le problème, c'est que les gens qui y sont, eux, ils ne voient pas. On en parlait tout à l'heure, le biais cognitif, et j'en parlerai juste un petit peu après, c'est quelque chose qui va nous permettre de travailler avec des heuristiques. De vivre avec des heuristiques. On appelle les heuristiques, ce sont des automatismes de pensée. En fait, ce sont des automatismes de traitement des représentations que nous avons. On a des représentations. Notre cerveau, c'est quelque chose, une usine à faire des représentations. La représentation de votre voiture, la représentation de vos enfants, la représentation de tout ce que vous voulez, du dernier bouquin que vous avez. Vous ne pouvez pas faire autre chose qu'avoir des représentations, notamment en avoir des représentations qui sont des représentations souvent visuelles. 3 millions de fibres qui rentrent dans le cerveau, 2 millions qui viennent des yeux. Comment voulez-vous ne pas être visuel? Hein. Bon, ça c'est un problème de notre espèce. Et donc, ces représentations visuelles, eh bien, une fois qu'elles sont acquises et fabriquées, eh bien, elles se connectent entre elles. Et vous faites des hyper-représentations. Et ces hyper-représentations, ce sont des chaînages qui se mettent en place et qui vont vous permettre de vivre et de comprendre le monde très rapidement. Parce qu'on n'a pas le temps d'aller chercher dans Wikipédia qu'est-ce que c'est qu'un arbre, est-ce qu'il faut que c'est dur, qu'il faut le contourner, etc., etc. On n'a pas le temps, on le sait. Et c'est ce que l'on sait qui a été fabriqué par toutes ces systématisations de représentation. Et alors, ça donne deux choses. Ça facilite d'un côté la vie, ça facilite la vie, on ne pourrait pas vivre sans ça. Et la deuxième, c'est que c'est à l'origine d'erreurs ou d'aberrations qu'on appelle les biais cognitifs. Alors, c'est une appellation un peu bizarre. Si on regarde un petit peu l'appareil cognitif, alors, très très rapidement, hein, il y a un appareil cybernétique. Vous voyez, vous avez des entrées d'un côté, vous avez votre boîte noire, le milieu intérieur, hein, avec le cerveau, vous mettez ce que vous voulez, un ordinateur, peu importe. Ça peut très bien être sur de l'intelligence artificielle, peu importe. Et vous avez des sorties. Et ces sorties, elles sont bouclées par l'intermédiaire de l'environnement sur les entrées. C'est-à-dire que c'est à force de freiner que vous freinez jusqu'à ce que vous vous arrêtiez, et là, vous arrêtez de freiner, etc., etc. Donc, il y a un bouclage. Et ce bouclage, il fait qu'il y a des sorties, et ces sorties, de temps en temps, elles ne correspondent pas au comportement attendu. C'est ce que l'on va appeler le lieu, le constat du biais cognitif. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a ça c'est mon expérience de neuropsychologue. Eh bien, quand on est face à un patient qui a un trouble cognitif, qu'est-ce qui se passe? Ben, soit le patient a conscience de son trouble, soit, la plupart du temps, il a conscience que ça ne va pas, parce que les autres lui disent que ça ne va pas, ou parce que son environnement lui renvoie des échecs par rapport à son insertion dans la clinique, dans l'environnement normal. Et là, il ne sait pas qu'il a un trouble, mais il sait que ça ne va pas. Et donc, il dit, j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est ce qu'on appelle un biais d'attribution interne. Je trouve que ça ne va pas parce que c'est moi qui ne vais pas. Et vous avez d'autres patients, la majorité, qui vous disent, mais pourquoi c'est vous qui dites que ça ne va pas? Moi, je vais, ça va. Et là, on a des biais qui sont des biais d'attribution externe. Et vous comprenez bien que les stratégies de ces gens-là ne sont pas les mêmes. Donc, on a une espèce vous voyez, commence à s'installer une espèce de complexité, de multiplicité de biais. Et à chaque fois,
on tourne autour d'une notion que tu n'as pas abordée, mais dont il est important que l'on parle, c'est celui de dissonance, la notion de dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est ce qui fait que on ne sait pas ce qui se passe, mais ça ne va pas bien. Voilà. Eh bien, cette dissonance cognitive, c'est un peu la même chose qui se passe avec les biais cognitifs. Alors, comment on fait? Vous savez, nous, on est des behavioristes, hein, donc qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce qui rentre et ce qui sort, on mesure la différence entre les deux. Et qu'est-ce qui se passe dans la boîte noire? Ben, soit on fait des études à l'intérieur de la boxologie en démontant le cerveau, par exemple, en disant, tiens, j'ai un hippocampe, l'hippocampe, il pousse des neurones jusque dessous le corps calleux, il va jusque dans l'hypothalamus, de l'hypothalamus, et corps mammillaire, ça va sur le thalamus, ça va ensuite sur le cortex frontal, ça revient par le cingulum, et on a inventé le circuit de Papez, de la mémoire. Voilà. Donc, on fait de la boxologie. Soit on étudie les réseaux, notamment les réseaux neurochimiques de ces structures, soit on étudie, et c'est tout ce qu'on a fait pendant des années, avec les ondes, la chronométrie électrophysiologique, là, le temps qui s'écoule. Voilà. Ou alors, on fait des hypothèses globales. Et c'est ce que les managers font. Et ça, on l'a vu, tu en as parlé tout à l'heure, avec, en 2002, le prix Nobel qui a été attribué à Kahneman sur les biais cognitifs, justement. Mais il faut savoir que le prix Nobel qui a été donné à Kahneman, c'est un prix Nobel d'économie donné par la Banque de Suède, pas par l'Institut Karolinka de physiologie et de médecine. Il y a une petite différence là qui est passée complètement sous silence et qui fait que, eh bien, on est plutôt du côté gauche de la diapositive que je vous ai présentée avant, c'est-à-dire qu'on fait des hypothèses sur ce qui se passe à l'intérieur, peu importe si c'est possible, si c'est réel ou pas. Qu'est-ce qu'il dit, Kahneman? En fait, c'est Tversky et Kahneman, mais Tversky est mort avant d'avoir pu recevoir le prix Nobel. Il postule deux systèmes, l'existence dans notre cerveau de deux systèmes. Un, qui est un système intuitif, l'autre, qui est un système analytique. Et alors, il y en a un, c'est une pensée rapide, donc on commence par penser rapidement, et le deuxième, c'est une pensée lente. Alors, je vais vous donner deux exemples. Lorsque vous avez, là, vous voyez un sac de billes. Vous avez un sac de billes et puis vous avez des billes qui sont juste à côté. C'est un sac de billes blanches et vous avez des billes blanches juste à côté. Voilà. Eh bien, toutes ces billes sont blanches. Ce sac est donc probablement rempli de billes blanches. Pas du tout. Pourquoi voulez-vous qu'il sorte de ce sac? Néanmoins, c'est comme ça que ça se passe. Quand vous avez, alors, je ne parlerai pas des raccourcis de ce type-là, qui sont utilisés dans tous les arguments racistes. Dans toutes les opprobes, etc., qui sont manipulés de plus en plus par les Russes, sur les Occidentaux, etc., etc. Et c'est une erreur. Et pourtant, c'est la façon dont nous travaillons, c'est la façon où spontanément nous pensons de cette manière-là. Deuxième exemple, ces billes sont toutes blanches. Le sac est rempli de sous-billes blanches, donc elles viennent de ce sac. Oui, ce n'est pas exactement la même chose. Mais pourtant, c'est facile. Par contre, la seule chose qui est vraie, c'est que si je prends dans le sac de billes blanches des billes blanches, elles sont blanches. Vous voyez? Vous venez de faire du mouvement de la tête. Les deux premiers, vous les avez compris instantanément. Celui-là, il a fallu mobiliser par vous-même des comportements qui sont des comportements analytiques de haut niveau, qui vous ont demandé du temps et de l'énergie. Donc, vous êtes capable de le faire, mais c'est plus facile d'utiliser les deux premiers. Voilà des exemples. Alors, on a fait des classifications, et là, il y en a à l'appel. Je vais passer très rapidement. Et il y a des classifications qui abordent d'ailleurs des erreurs cognitives de groupe, donc individuelles, mais de groupe. Les deux pilotes qui font la même erreur et qui se confirment l'un l'autre dans l'erreur. Les cockpits, etc., etc. Ce qui se passe dans les voitures, lorsque vous vous trompez de chemin. Puis les petits groupes, puis les grands groupes, et évidemment les sociétés. Et puis, il y a aussi d'autres classifications. Alors, voici une autre classification. Vous voyez, il y a évidemment en un axe les individus, les équipes, les groupes et les sociétés, mais il y a aussi
les niveaux neurobiologiques qui sont impliqués, neurophysiologie, perception, etc., etc., etc. Et puis, il y a des classifications de sortie, de planning, de décision, d'identification, etc. Donc, dans cet axe tridimensionnel, vous pouvez poser, comme ça, dans l'espace, des différents types de biais cognitifs. Enfin, une classification que tout le monde connaît parce que vous avez dû la voir, elle est très, très, très développée. 288 biais identifiés. 288, il n'y a plus de signification. Et tout ça autour de 4 cadrans. Les biais dus au fait qu'il faut agir vite, les biais dus au fait que on doit se souvenir, l'absence de tri ou l'absence de sens que l'on peut donner aux choses. Alors moi, je vais vous proposer un autre modèle. Un autre modèle qui est un modèle d'organisation génétique de notre cerveau. Sur un axe qui est un axe protokinétique, c'est constitué progressivement un premier type de structure qu'on va appeler archéokinétique, puis se sont constituées des structures paléokinétiques et enfin des structures néokinétiques. Alors ce sont des modèles. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a bien évidemment des morceaux de néokinétique chez les mammaliens inférieurs, mais ils sont moins développés que chez les hommes, les humains, les grands singes et les humains. Eh bien, ce type de choses nous ramène à des modèles qui sont étudiés notamment dans l'aéronautique et qui considèrent qu'il y a bien 3 niveaux cognitifs qui sont impliqués, ceux qui vont permettre de traiter des signaux, le signal rouge ou le signal vert, ceux qui vont traiter des signes, je vous fais un signe, et ceux qui vont traiter des symboles. Et cette multiplicité de la complexité du monde va aller interroger des niveaux cognitifs qui sont des niveaux différents. Eh bien, il y a des biais à chaque niveau. Et bien évidemment, ce que l'on voit, c'est l'entrée en bas et la sortie en bas. C'est tout. Et on ne se pose pas les questions de la multiplicité et de l'articulation des phénomènes qui se sont passés à l'intérieur du système. Alors, on pourra dire grossièrement qu'en haut, on a des biais structuraux de stratégie conceptuelle, de reconceptualisation, etc. Dans les niveaux inférieurs, intermédiaires, on a des biais de contexte, d'émotion, etc., de mémoire. On a les niveaux cognitifs de base qui développent des biais de perception, de contexte, de couleur, de forme, etc., etc. Voilà. Donc, on peut faire une nosographie en quelque sorte des biais. Et cette nosographie des biais ne va pas intéresser les mêmes structures cérébrales. Et encore, alors vous voyez à peu près les systèmes hein, très grossièrement illustrés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le biais, alors qu'on a une quantité d'erreurs vert de niveau de base, rouge de niveau intermédiaire, bleu de niveau supérieur et peut-être en pointillé de métacognition, de pensée partagée, eh bien, les biais sont des choses qui impliquent de manière différentielle tous ces niveaux et vous avez des profils de biais en quelque sorte, comme ça. Autrement dit, ce n'est pas cerveau 1, cerveau 2, c'est une complexité d'activation qui vient de l'implication différentielle de tous ces systèmes neurophysiologiques de base. Voilà, bon, je vais passer là-dessus, peu importe. Alors, ça va nous amener à quoi? Ça va nous amener à essayer de travailler sur les réseaux qui, justement, donnent la communication entre tous ces niveaux. Et à ma connaissance, il n'y a aucun travail qui a été étudié là-dessus. Pourtant, la neurochimie et les erreurs, ça avait été, dans les années 60, absolument beaucoup étudié. Et il semble bien que là, on ait quelque chose, un lieu de recherche qui nous permette de développer des pistes. Je vais commencer peut-être à essayer de solliciter quelques-unes des personnes avec qui je travaille pour essayer de travailler là-dessus. Voilà. Alors, ça, j'ai beaucoup travaillé sur la vision, donc je vous présente un exercice, un schéma très rapide du système visuel. Donc, vous savez qu'on est dans des émichants, qu'il y a un système parvocellulaire qui est très très lent lui-même, un système magnocellulaire qui est excessivement rapide. Alors, le magnocellulaire, il va traiter des mouvements, c'est-à-dire qu'on voit les mouvements,
avant de voir ce qui produit le mouvement. Donc, vous voyez que derrière, dire ah oui, j'ai une illusion, non, pas une illusion. Vous avez un système qui a combiné des informations qui vous font croire qu'il y a une illusion. Et ensuite, ça va sur des RV1 avec deux grands systèmes, un système, vous le voyez, dorsal et un système qui est un système ventral. La voie ventrale, elle va nous permettre, je l'ai très, très clairement, très, très schématiquement présenté, de travailler, de donner de la signification à ce qu'on voit. Et la voie dorsale va donner du contexte et du mouvement. Donc, on va avoir des problèmes qui vont être aussi des problèmes non plus de niveau, mais en plus de voix, de choix, de voix, de connexion. Et c'est, vous voyez qu'à chaque fois, on passe dans des séries de stimulation, enfin d'activation de voix les unes après les autres, ce qui veut dire qu'il va y avoir des mobilisations, il va y avoir des mobilisations qui vont prendre du temps. Voilà. Alors, je vais vous présenter un exemple. C'est, bon, voilà, vous avez vu quelque chose là, et vous voyez le deuxième parce que c'est marqué. Vous avez donc mis du temps sur quelque chose que vous avez vu tout de suite. Donc, il y a une activation et vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas, en tout cas, voir les deux en même temps. Alors, ça, vous voyez des flèches. Ben, il n'y a pas de flèches, c'est simplement une croix et un hexagone. Hein. Mais maintenant que je vous le présente, eh ben, vous voyez l'hexagone et la croix. Vous ne pouviez pas le voir avant. Euh, donc, voici une façon de voir les choses. Vous voyez ici une figure, un ensemble de figures. La première chose que vous faites, c'est catégoriser. Il y a trois cercles, trois triangles, trois ovales et trois lignes. Voilà. Hein. Voilà. Donc, si vous vous êtes observé, vous avez eu trois moments de perception et vous ne pouvez pas faire autrement. Un moment de perception où il s'agit d'un visage, ensuite d'un animal et ensuite d'un chat. Et pour revenir à ce que je disais juste précédemment, on a donc des perceptions, des significations qui apparaissent au fur et à mesure du traitement neurophysiologique. Donc on a des biais qui non seulement mobilisent plusieurs, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs structures, plusieurs réseaux, mais qui en plus mobilisent de la temporalité. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que votre cerveau a besoin de temporalité et cette temporalité, je ne peux pas aller plus vite que la présentation là, voilà. Cette temporalité, par exemple, en mémoire, eh bien, vous savez bien que une même information passe de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme, qu'il y a des erreurs qui sont dépendantes de troubles de la mémoire à court terme, d'autres de troubles de la mémoire à long terme, d'autres de l'ensemble, et ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir autre chose qu'une mémoire qui porte sur le début de ce que l'on a dit et le début et la fin de ce que je vous ai présenté. Maintenant, actuellement, si je vous interroge sur ce que je vous ai présenté, vous me raconterez le début de ce que je vous ai présenté, parce que c'est déjà dans votre mémoire à court terme, à long terme, ou ce que je viens de vous expliquer, parce que c'est encore dans votre mémoire à court terme. Et le transfert de l'information va prendre du temps et les biais vont aller concerner soit des moments précoces de la pensée, soit des moments tardifs, et ce ne sont pas les mêmes. Alors, pour terminer, je, il faut savoir qu'on a des habitudes de penser et des habitudes d'avoir des biais. Lorsque, à gauche, on vous demande de mettre la ligne bleue à la verticale, il y a la moitié de l'amphi qui va mettre la ligne comme en haut, parallèle, avec les bords parallèles au bord de la figure du fond, et l'autre qui va être verticale, absolument indépendante. Eh bien, ça, vous ne pouvez rien y faire, c'est votre caractéristique cognitive. Et ce sont des erreurs qui vont être caractéristiques de votre personnalité. Et moi, tout à l'heure, pour venir de la gare de Montparnasse à l'académie de chirurgie, eh bien, il y avait deux choix. Soit le choix bleu
comme certains le font. Ah, je tourne, je traverse jusqu'à la rue de Rennes, puis je vais jusqu'à Vaugirard. Là, je reconnais, je tourne à droite, je passe devant le Sénat, je passe devant le musée d'Odéon, je tourne à gauche, j'arrive derrière par la rue de l'école de médecine avec l'escalier et j'arrive ici à l'académie de chirurgie. Et vous avez d'autres personnes qui sortent, ils vous disent, s'en fiche, c'est dans le nord-est et j'y vais. Et ça, c'est une caractéristique qu'il faut comprendre lorsque cette distinction est très genrée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mâles, enfin d'hommes, qui adoptent les stratégies rouges et beaucoup de femmes qui adoptent les stratégies bleues. Et quand il n'y avait pas le GPS dans votre voiture, qu'est-ce que vous faisiez? Comme à l'époque, c'était les hommes qui conduisaient, les femmes à côté, on leur disait, prends-moi la carte et dis-moi où il faut aller. Et vous aviez là la rencontre de deux personnalités cognitives qui parlaient de la même réalité et de la même chose, et ça finit toujours par une engueulade. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, depuis maintenant une trentaine d'années, les cockpits en aéronautique, on les fait habiter par des gens, des pilotes et des copilotes, qui ont la même personnalité cognitive. Parce que tout va bien quand on a le temps, mais quand on n'a pas le temps, il faut qu'on ait des biais cognitifs qui soient congruents les uns avec les autres. Et ça serait bien qu'en plus, il y ait des observateurs pour déterminer s'il y a des biais cognitifs, pour le rappeler aux personnes. Bon, je vais m'arrêter là. Ce que je voulais dire, c'est que l'explication descriptive telle qu'elle est faite, cerveau 1, cerveau 2, enfin, me paraît très naïve, bien qu'il y ait eu un prix Nobel d'économie, qu'il y a beaucoup plus de choses à aller chercher de manière sérieuse, scientifique, neurophysiologique, dans l'organisation du cerveau, dans les réseaux du cerveau et dans la communication entre les stabilités de ces cerveaux. Hein, et que les préventeurs, actuellement, sont, vous le verrez tout à l'heure, absolument débordés parce qu'il y a une demande incroyable de maîtrise des biais cognitifs. Néanmoins, les explications simples, pour moi, sont aussi des biais cognitifs. Et je fais référence à un psychiatre lyonnais, Barbier, qui dit la croyance selon laquelle il y aurait des sortes de fast-food de la pensée est encore une forme de manipulation. Merci Bernard.